merci à Guyane aussi de mener les échanges. Je vous laisse la parole. Bien, bonsoir à toutes et tous. Je me permets le toutes et tous parce que vous êtes vraiment déplacés, ça fait vraiment chaud au cœur, c'est formidable. Donc oui, je suis Gillian, donc je suis le fondateur et directeur des éditions Fable Fertile, une maison qui est attachée, très attachée à l'exploration littéraire avec et par la langue. Voilà, donc en résumé, c'est une langue qui essaye de fondre, de refondre, qui essaye de forer un tout petit peu. Voilà, et je remercie à mon tour la librairie à l'Ouest et Mathieu qui non seulement nous accueille, mais en plus nous accueille avec beaucoup de chaleur, parce que c'est pas la première fois qu'on vient. Et grand merci à toi Mathieu. Remerciements à vous évidemment. Et, bon, je vous présente Joël en quelques mots. Qui est donc poète, novelliste, romancière, qui a déjà fait paraître chez Fable Fertile un livre que notre libraire a également chez lui, qui s'appelle Tout autre chose que la nuit, un recueil de nouvelles qui était paru en 2023. Voilà. Et Cher Guy, évidemment, qui nous réunit ce soir, qui est paru dans la collection L'heure des contes, qui n'est pas une façon de régler ses comptes, mais en tous les cas de proposer des contes avec comme on va le voir, des intuitions audacieuses et beaucoup de choses qui s'y passent. Voilà, donc je vais échanger avec Joël autour de ce conte, qui est un conte très riche, comme vous allez pouvoir le voir, et qui n'épuisera rien. Donc à ceux qui ont lu ou ceux qui vont lire, vous verrez qu'il y a beaucoup de surprises et de belles découvertes. Alors pour l'avoir fait, je vais lire la 4e de couverture. Et après, on passera aux choses sérieuses. Oui. Donc, Cher Guy est l'histoire d'une cité ocre et blanche, posée en plein désert comme un bijou sur du sable. Le désert d'or appelle et happe. Les événements hurlent comme le vent maudit sur la ville, plongent certains dans un sommeil étrange, exacerbent le rêve, la passion, le désir fou d'un corps, la soif de vengeance, la violence du secret. Il s'en passe des choses. Cette histoire est celle d'un ennemi sans visage, sifflant sur les toits et s'engouffrant dans les ruelles. Cher Guy est son nom. Voilà, ça c'est fait. Alors, donc il est question de désert, parce que le Cher Guy souffle, c'est un vent qui vient de l'est de l'Atlas et qui souffle sur le Maroc essentiellement, mais aussi un peu à l'est de l'Algérie. Et le désert, donc physique et intérieur, est très présent, ou sont très présents, les déserts au pluriel, on peut dire, dans ce conte. Il y a un désert géographique déjà qui en soi vibre énormément. Il est déjà là, il est mémorial, et il y a cet autre désert. Et là, Joël, je vais faire un petit... j'ai eu quelque chose qui m'a traversé l'esprit. J'ai songé à ton père, qui fut donc, comme certains le savent peut-être, un magnifique dessinateur et bédéiste, et à une évocation qui m'est venue, qui est Möbius, de son autre nom Jean Giraud, qui avait une quête bien particulière. Il s'appelait lui-même Archaman, donc un mélange de recherche et de chamanisme. Et dans le cadre de sa recherche, il disait que un des objets, était d'entrer en résonance avec son désert intérieur. Donc ça, c'est très fort, donc, qui est un espace mental, métaphorique, et un lieu d'épreuve, et surtout, et ce n'est pas un hasard si je vous parle de ça, un terrain propice aux visions, un lieu d'expérience initiatique. Voilà, avec donc tous les possibles ouverts, et les possibles, en l'occurrence, pour ce qui le concernait, propices à la création, au travail de création. Et une fois que j'ai dit ça, c'est une première question que j'ai te poser, Joël. Qu'évoque pour toi cette idée de désert au pluriel, en tout cas relativement à Cher Guy du moins, est-ce que ça évoque quelque chose en particulier? Ah oui, pleinement, parce que, en fait, j'ouvre une parenthèse avant de répondre. Le Cher Guy, donc, comme vous l'avez compris, est un vent qui existe vraiment, dont on dit qu'il dure 3 jours.
ou 6 jours, pas 4 ou 7. Bon. Et j'ai rajouté, moi, dans le conte, dans l'imaginaire, 3 jours supplémentaires qui sont très mauvais. Alors que le chergui perd complètement son aspect de vent bienveillant, de vent doux, de vent qui rafraîchit, qui apaise un peu la chaleur torride, pour devenir quelque chose de tout autre. Alors cette idée de désert intérieur, elle est effectivement très riche parce que le livre est, je pense, scindé en deux, mais les deux parties sont distillées. C'est pas partie 1, partie 2. Il y a une partie, alors je le dis pour ceux qui ne l'ont pas lu sans déflorer quoi que ce soit, mais c'est une cité posée sur le désert et tout à coup, des gens tombent dans un sommeil étrange dont ils ne se réveillent pas. Ils ne sont pas morts, ils sont endormis. Et les éveillés, ceux qui restent, l'entourage, ne comprennent évidemment pas ce qui arrive et tâchent d'établir un lien, mais ils ne savent pas trop comment, parce que la personne dort. Et les endormis, de leur côté, font des rêves. Des rêves où le désert est toujours présent, où il y a toujours un moment de sable, bon, mais ces rêves vont être peut-être la clé d'une prise de conscience à quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent que leur vie quotidienne n'est peut-être pas, excusez-moi, celle dont ils voudraient qu'elle soit. Enfin voilà, c'est peut-être pas ce qu'ils attendaient, ou ils prennent conscience qu'ils sont passés à côté de certaines choses. Mais voilà, il y a autre chose. Et en fait, ce dont ils prennent conscience avec ces rêves, c'est précisément une forme de désert intérieur, c'est-à-dire une espèce d'attente, une vacuité. Je vis au quotidien des choses, mais quoi? Et est-ce que ces choses me comblent vraiment? Et la réponse est évidemment, comme pour nous tous d'ailleurs, non. Parce que rares sont les personnes qui sont comblées 24 heures sur 24. Enfin bon. Mais symboliquement, l'idée du désert intérieur, elle est très très belle. Déjà, quand on est un petit peu poète, je trouve que l'image est magnifique. Mais il y a en plus, effectivement, un pont, un écho avec ce livre, je pense, dans ce qui se passe dans la tête des endormis. Cette prise de conscience, elle est la prise de conscience de quelque chose qui est à la fois désertique, c'est-à-dire une attente. Un désert, c'est plein de vie, au final. Il y a beaucoup de vie dans le désert, mais quand on le voit comme ça, ou même en photo, c'est des dunes, du sable, des dunes. Quelquefois, il y a des grains de sable qui bougent, et alors là, c'est l'événement du siècle. Enfin, bon, je caricature un petit peu, mais c'est un désert, c'est une vie, beaucoup de vie, et c'est riche de possibles. Et en fait, à travers ce désert intérieur, ils font connaissance avec les possibles qu'ils n'avaient pas soupçonnés. Donc l'idée, je la trouve très, oui, très belle et très juste aussi. Ouais. Ben, merci à toi. Donc, la première évocation du chergui, le vent cette fois, nous parvient dès les premières pages. Et dès les premières pages, le chergui annonce. Donc, le chergui, c'est un vent, mais dès les premières pages, on est averti d'une charge surnaturelle. Donc, nous sommes bien dans l'univers du conte, qui est liée à ce chergui. Donc, laquelle on va pouvoir en parler. Moi, ça m'a fait penser à Virgile dans l'Énéide. On a le vent comme ça qui annonce également et qui annonce quelque chose de fatal. De fatal, oui. Voilà. Donc là, on va voir un petit peu ce que ça peut annoncer avec Joël, qu'annonce ce chergui qui est supposé durer quelques jours, mais comme tu l'as expliqué, qui va perdurer. Ça aussi, c'est un élément du conte qui a son importance. Et donc le chergui semble porter en lui toute l'ambivalence du désert, la douceur, le danger, la caresse, la brûlure, aussi une métaphore du temps qui passe et qui creuse. Voilà. Et dans ton conte, donc, j'ai lu la 4e de couverture, il est écrit qu'il est maudit. En quel sens il est maudit, ce chergui? Alors ce chergui, il est maudit parce que tant qu'il dure 3 ou 6 jours, c'est une bienveillance climatique. Il apaise. Et moi, la première fois que j'ai rencontré ce vent, c'était lors de mon tout premier voyage lointain, parce que j'avais été jusqu'à présent dans ma grande vie aventureuse jusqu'à 21 ans en Belgique, ce qui était la seule destination étrangère à laquelle... Voilà. Donc forcément, ça fait un peu contraste hein, quand vous arrivez dans le sud marocain. Voilà, c'est très éloigné de Bruxelles. Et vraiment dans le sud du sud, on crevait de chaud. Et tout à coup, j'étais dans la toute première famille à laquelle j'ai appartenu, voilà, qui était originaire du Maroc. Et
j'ai senti, mais c'est vraiment ça. Je vous assure, c'est quelque chose comme une caresse de paume sur la joue, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'on meurt de chaud, qu'on a la langue sortie, qu'on rampe, il y a cette espèce de douceur comme ça. Et quelqu'un, parmi ceux où j'étais, a dit, tiens, c'est le Chergui qui se lève. J'ai dit, mais c'est quoi le Chergui? Et c'était quand même, j'avais 20 ans, donc c'est il y a presque 50 ans, une demi-heure, quoi. Et ils m'ont dit, bah, c'est un vent qui dure 6 jours, pas plus. Voilà. Et j'ai gardé dans ma tête pendant toutes ces années, ces décennies, j'ai gardé cette idée du Chergui, de ce vent particulier, parce qu'il y avait déjà, dans le moment que je vivais à ce moment-là, de la magie, mais vraiment une magie intense, quoi, parce que j'avais chaud, que j'étais au bord de la mer et que tout à coup, il y a quelqu'un d'invisible qui m'a fait ça, quoi. Ça m'a vraiment fait cette impression. Donc j'ai gardé. Et c'était quoi la question déjà? Tu y as répondu, en fait. J'ai appris. Le Chergui, une chance, elle a répondu. Le Chergui mauvais, en Mauvais. fait, Alors voilà, c'est le celui qui perdure. Chergui, c'était ça. C'était celui qui perdure, c'est-à-dire ce bout de tissu que j'ai rajouté aux premières pièces du Chergui, parce que je me suis dit, le Chergui, bien, très bien, il est gentil, il vous caresse la joue, mais il se passe quoi? Et il m'est venu cette idée, mais ça a pris un temps très long, parce qu'en fait, pour faire très bref, la genèse de Chergui, ça a été au départ une nouvelle extrêmement courte qui faisait 1 page et demie en 21-29-7. Arial Cordouze, donc c'était quand même franchement pas, il n'y avait pas de quoi bâtir. Et puis, de fil en aiguille, en parlant avec Gillian, c'est lui qui m'a poussé à dire développe, parce qu'il est impitoyable. Donc il m'a dit mets-toi au boulot, voilà. Et non, mais c'est terrible. Hein. Je vis des choses, on se rend pas compte, mais voilà. Et donc, le Chergui est né comme ça, c'est-à-dire qu'il fallait que je tire dessus. Mais moi, ça m'intéresse pas de partir d'une structure et puis de tirer comme on étale une pâte à crêpes, ça m'intéressait pas du tout, quoi. Donc il fallait que je trouve quelque chose. Et la première base du Chergui de le retour, ça a été ce Chergui mauvais. Et bien avant, c'était le sommeil. C'est-à-dire qu'en fait, les deux sont arrivés concomitamment. Ce sommeil, ces gens, la première scène de sommeil, elle est très courte, elle fait 2 lignes, c'est une femme qui s'écroule alors qu'elle est chargée de courses. Après, c'est si j'ai bonne, parce que j'ai jamais lu le livre, hein, je Oui, l'ai pas lu. Non. Moi, je l'ai lu. Oui, c'est bien. Tu as un goût très sûr. Et bon, c'était voilà, les gens s'écroulent. Il y a un vieillard qui s'écroule alors qu'il est en train il renverse son thé par terre. Enfin, un enfant, etc. Et concomitamment à ce sommeil où les éveillés, puisque après c'est comme ça que je les appelais, pour des raisons pratiques et aussi un peu poétiques, il y a les endormis d'un côté, les éveillés de l'autre, ils attendent. Ils attendent et ils sont dans une espèce de parenthèse absolument étrange qui n'est pas un deuil, puisque la personne respire, mais qui n'est pas non plus heureuse parce qu'ils ne savent pas du tout quand est-ce qu'elle va se réveiller. J'ai pensé en hospitalière que j'ai été quand même pendant quelques dizaines d'années, sans être soignante, mais hospitalière et vivant à l'hôpital, y habitant. Ces personnes qui ont quelqu'un de leur famille dans le coma, par exemple, et qui viennent leur parler, etc., et qui entendent, alors là, il n'y a pas la machine, il n'y a pas tout l'appareillage, bien sûr, parce que c'est un conte. Donc on est un petit peu avec de multiples baux au bois dormant. C'est pas un baiser qui va les éveiller, sinon ça se saurait. Donc voilà, ils sont les éveillés dans cette parenthèse, et eux aussi vont prendre conscience de certaines choses. Parce qu'ils voient quand même, et ça c'est un détail qui m'a semblé très important, les gens qui dorment, vous savez, les chiens, quand ils dorment, ils chassent on ne sait pas quoi. Bon, là, évidemment, les gens ne chassent pas, mais il y a des mouvements, il y a des expressions, il y a le visage qui sourit, puis le sourire s'efface. Et ils se disent, mais enfin, moi, la question qui m'est venue, la première question que je me suis dit, les éveillés vont se poser, c'est où es-tu? Où es-tu? Qu'est-ce que c'est que ce pays gris? Enfin, il ne s'est pas exprimé comme ça, enfin, je ne pense pas, mais où es-tu? Je me souviens très bien avoir écrit ça parce que c'est une question mais aiguë. Et c'est une question pleine de souffrance aussi. Où es-tu? Un petit peu comme on peut le penser de quelqu'un qui perd la mémoire ou qu'on perd entre guillemets avant de le perdre définitivement. Donc c'est cette espèce de statut très intermédiaire entre le deuil et le pas deuil
qui est que je voulais rendre insupportable. Et c'est à ce moment-là que l'idée de ce cavalier qui va arriver, cette ville, je la voyais avec une arche. Alors pas une arche grandiose de palais, hein, on n'est pas dans la Reine des Neiges, et encore moins, mais une arche en pierre usée, pleine de mousse, bon voilà, de vieilles cités comme il peut y en avoir dans le sud marocain. Et cet homme qui est tout seul en face, qui vient du bout du désert et qui est suivi par des cavaliers. Et cet homme, il met... N'en Non, dis pas trop. je ne déflorerai pas, rassure-toi, mais je veux simplement Je vais dire que t'interroger. l'idée m'est venue en même temps que ce « où es-tu » et juste, je termine parce que je veux que tu Mais puisses je t'en poser prie. toutes tes Je questions, t'en mais prie. juste pour préciser, peut-être c'est une question que vous vouliez me poser, donc j'espère vivement anticiper les réponses, mais c'est les personnages qui me disent où ils veulent aller. C'est eux qui me disent tourne à droite, va à gauche, contourne le calvaire, passe devant le tabac, enfin voilà, c'est un petit peu ça. Et ce personnage, je peux me permettre juste de lire un petit passage, c'est sûr. 2 lignes, hein, vraiment je ne vais pas vous Bien imposer sûr. tout le livre, mais c'était juste pour illustrer ce que je suis en train de vous dire. Tu vois, ça se voit que je ne l'ai pas lu. Page 28 probablement. Va à la page 28, ça doit être ça. Non, mais quelque chose à venir ou quelqu'un. 21 hommes, c'est ça? Ouais, non, quelque chose à venir. Bon, enfin, Bon, bref. je t'en prie. Ils sont dans la tente, ils sont, voilà, et le chapitre se termine par quelque chose allait venir, à la ligne ou quelqu'un. Et c'est quand j'ai écrit le ou quelqu'un que j'ai vu la silhouette. Mais avant, je ne le savais pas du tout. J'ai la plus vive admiration pour les gens qui écrivent en disant là, je vais mettre un chapitre, ça va commencer par là, ça fera tant de pages, il y aura tant de caractères. À 8h12, je bois mon jus d'orange. À 9h22, je reprends le chapitre 2. Je ne peux pas faire ça. C'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. Ouais, Donc voilà, ou apprendre à maîtriser les tableaux Excel. Voilà, c'était ça. C'était pour vous dire à quel point je ne suis pas au point en matière de construction, elle se fait après. Après, il y a du travail, il y a beaucoup de travail, mais au départ, je pars, je lâche les rênes. Je sais qu'il y a des cavaliers dans la salle, donc je suis, voilà, je lâche, je lui dis tu vas où tu veux, t'essayes de ne pas me faire tomber, tant qu'à faire. Après, je reprends les rênes comme je peux, et puis le cheval, c'est mon imaginaire, il est des fois un peu rétif, quoi. Ça vient pas tout de suite avec une grande rigueur et un machin, mais voilà, c'est là. Les idées, elles s'imposent comme ça, mais c'est elles qui sonnent à ma porte, quoi. Voilà. Je pense avoir Très bien. fini de répondre à la non-question, en fait. Alors, On a tout balayé. Ouais, oui, vous pouvez y aller, hein, c'est bon. le cher Guy n'a pas tout balayé. Non. Donc, 21 hommes au premier matin du cher Guy Mauvais. Je m'en souviens. Donc, tu en as parlé un peu, tu as évoqué cet homme. C'est un homme tout à fait intéressant. C'est un homme qui porte le mystère, qui porte une certaine mystique, voire une mystique certaine, Ça, je m'en étais et pas qui rendu. semble être intimement relié au cher Guy. Donc ça, c'est pareil, ce n'est pas banal. Et qui est tout de bleu vêtu. Alors le bleu traverse le cher Guy. Hein. Le cher Guy, c'est le bleu du ciel, mais c'est aussi le bleu de l'infini, le bleu de la liberté. Chez les Touaregs, le bleu, et notamment comment dire, le bleu indigo a des vertus presque magiques. Et le bleu protège. Donc il protège des intempéries, mais il protège aussi du mauvais œil. Donc le bleu est très présent. Je referme cette parenthèse dans le conte de Joël. Et donc cet homme bleu, on appelait aussi les Touaregs les hommes bleus, donc intéressant. Il arrive, c'est un homme, il n'est pas à cheval lui, mais il est accompagné de cavaliers qui ont une force, tout comme lui d'ailleurs, peu commune. On peut lire dans le livre. Et nous verrons que cette force qui les habite résiste aux éléments. Voilà, et donc l'homme s'assoit, il se penche, il avance la main, il sourit. Le sable répond, il fixe, alors je lis dans le texte, la réponse inconnue. Puis l'homme écrit, il écrit l'écriture d'un espoir, son sillon est clair, nous dit Joël, et de façon inexplicable.
Donc beaucoup ressentent une paix jusqu'à une brusque rupture, puisqu'en fait l'homme, à un moment, va tout effacer. Et l'effacement, peut-on lire à la fin d'un chapitre, et ça c'est quand même pas anodin, je vais t'interroger à ce sujet-là, ça se termine par une question, l'effacement, quelle peur plus grande? Alors cet effacement, c'est la peur de l'effacement de la parole en l'occurrence, mais est-ce que ce n'est pas au-delà de la peur, cette peur plus fondamentale de l'effacement des êtres, de la mémoire des êtres? Je voulais savoir comment ça résonnait ça en toi, cette idée de l'effacement. Et ça résonne très fort, comme chez nous tous, hein, on porte tous des disparus. Et ça résonne aussi par rapport à une chose, par rapport à l'écriture, paradoxalement. Et l'écriture tient aussi un grand rôle dans le livre, puisque l'homme écrit des caractères dans le sable. L'écriture et son pouvoir, enfin, il y aurait beaucoup à dire, mais la peur de l'effacement, moi, je la constate. Alors, l'image peut paraître un peu cavalière, sans mauvais jeu de mots, mais je veux dire, dans les réseaux, par exemple, on voit beaucoup, je parle des gens qui écrivent, hein, je ne pratique pas les réseaux dans ce qu'ils ont de nauséeux, mais c'est ce besoin de laisser une trace. Pourquoi on a tant besoin, quand on écrit, quand on peint, quand on dessine, je ne sais pas, on a une activité artistique quelle qu'elle soit, elles sont toutes respectables. Pourquoi ce besoin de laisser une trace? Pourquoi sculpter? Pourquoi écrire? Pourquoi, etc. Et je pense que la plus grande terreur humaine, évidemment, c'est la mort, mais c'est surtout le fait qu'on se sent oubliable. Et on ne supporte pas l'idée qu'on nous oublie. Et parfois, je me dis, bon, le jour où je ne suis plus là, j'en parle en toute sérénité, mais évidemment, mes enfants penseront à moi. Mes petits-enfants aussi, je l'espère un peu, parce que je suis suffisamment perchée à leurs yeux pour qu'ils pensent à moi plus tard. Mais après, on sait très bien que bon, y a un moment où on est enfoui dans le sable du désert, parce que c'est un désert, l'oubli. C'est aussi ce désert-là. Et la terreur de l'effacement, quand j'ai employé ce mot, il n'y a pas de plus grande peur pour l'humain que l'effacement. Enfin, je ne sais pas si c'est ça à la virgule près, mais voilà, notre plus grande peur, c'est l'effacement. Je pensais évidemment symboliquement à cet homme qui efface dans le sable ces mots qu'il écrit, et dont les autres qui sont de l'autre côté de l'arche, il y a toujours ce mur entre les deux, sentent qu'ils ont un pouvoir, puisque quelque chose change imperceptiblement quand il écrit la première fois. Ils sentent, et puis tout à coup, il efface, et là, c'est l'effondrement. Enfin, c'est pas possible. Et ils se disent, non, mais c'est quoi? Enfin, voilà. Et pourquoi? Parce qu'il a effacé, donc en effaçant, il efface l'espoir, il efface une certaine forme d'attente, il efface de multiples possibles heureux, c'est-à-dire, visiblement, il a un pouvoir, cet homme. Donc, pourquoi est-ce qu'il efface ce qui pouvait être peut-être une formule magique, Dieu sait quoi? Enfin, ils voient en plus, ils sont très loin. Moi, je la voyais comme ça, la scène. Ils sont extrêmement loin, l'homme est loin en face, mais il le voit. Il voit ce qu'il écrit alors qu'il est à des bornes. Il voit son regard, il distingue, et notamment les femmes, parce qu'il joue. Alors, je ne sais pas si tu avais prévu des questions à ce sujet, mais bon, alors j'en dis pas plus. Non, pas Mais plus que ça. voilà. Donc, l'effacement, pour répondre plus brièvement que je ne l'ai fait jusqu'à maintenant et synthétiser, c'est la peur d'être oubliable, c'est l'oubli, l'effacement. Et c'est ça la plus grande peur. C'est d'être oublié pour nous tous. Bah, écoute, merci à toi. Je t'en prie. Bon, on va évoquer encore un petit peu cet homme parce qu'il est quand même assez Avec central plaisir. et, Avec plaisir. et tu sais très bien ce que tu as dit parce qu'en fait, cet homme, il est loin, mais il y a un regard derrière le regard. Et donc, on devine cet homme et donc on voit ce qu'on n'est pas supposé voir. Et ça, c'est intéressant. Et donc il y a cette peur de l'effacement, effectivement, et à un moment donné, le vent tombe. Donc on a ce calligraphe très charismatique, très sensuel également, et sa main va initier d'autres gestes. Et donc la peur de l'effacement va laisser plus de place à l'imaginaire de la caresse, à quelque chose de très sensuel. Et on a un des dormeurs qui s'appelle Imran. Et là, c'est intéressant parce qu'on va voir que les frontières sont labiles. Il y a cette question des frontières qu'on abordera rapidement après. Lui aussi voit ce calligraphe et il voit qu'il sourit. Il le voit tracé dans le sable en gestes rythmés. Et ce calligraphe, pour Imran, dans sa vision de dormeur,
Il écrit, mais il est tout à sa joie, en fait. Il écrit juste pour le plaisir. Donc, c'est le maître bleu pour Imran, qui est joyeux, léger, Mm. bienveillant, libéré de la gangue. Donc, il y a la danse qui est convoquée, le vol, les Le vol. envols, Mm. quelque chose de très important dans l'écriture de Joël. Et il montre la voie à cet endormi. Donc, ça fait beaucoup d'informations. Et donc, il y a la sensualité, le sensible qui reprend ses droits. Enfin, en tout cas, il semble qu'il reprenne ses droits. Et cet homme fascinant, donc on ne sait plus s'il est vraiment un transcripteur ou s'il est un peintre du désert, il montre la voie et il la montre avec grâce. Et à tel point, les jeunes filles, je voulais parler des jeunes filles, à tel point que les jeunes filles qui le voient jurent, si jamais il ne revient pas, cet homme, de n'appartenir à personne. Donc là, il y a une puissance charismatique et, qui est extraordinaire, avec tout l'imaginaire que ça peut convoquer. Et donc, je voulais te demander, Joël, est-ce qu'on peut dire de façon toute prosaïque que cet homme bleu, finalement, il donne peut-être écho à un mot d'ordre très simple qui serait sentez-vous libre, joyeux, ressentez, jouissez, aimez. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est ça aussi une partie du message de cet homme bleu? Alors oui et non. C'est le message très clairement, oui, s'il y en a un. En tout cas, vu qu'à travers leur rêve, alors Imran, c'est l'enfant, hein, je le précise Oui. juste pour. Et par le biais de ses rêves, ils découvrent une liberté qu'ils n'ont pas parce que certains voient un vol des tourneaux et rien qu'avec leur regard, ils le dirigent. Le vol fait ce qu'ils veulent, eux. L'enfant joue, vole avec cet homme bleu, vole au-dessus des épis de blé, il vole, il se dit mais ça y est, donc je ne veux pas du tout me réveiller, ça l'intéresse absolument pas. Enfin, entre une vie où on vole et une vie où on est attaché à la terre, un enfant il aura tout de suite choisi, quoi. Bon, ça c'est des exemples parmi tant d'autres, mais il y en a d'autres dont les rêves vont avoir un impact, mais là je ne peux pas en dire plus, très important sur le futur. Mais alors, bien sûr qu'il y a, voilà, vous goûtez à la liberté, vous voyez ce que c'est, donc tapez-vous pour l'obtenir si vous vous réveillez. Bien sûr qu'il y a ce côté-là. Enfin, je suis navrée de l'exprimer de façon aussi crue, mais c'est le sens. Mais il y a aussi, c'est pas seulement goûter à la liberté, c'est prenez conscience que vous n'êtes pas libre, que vous n'êtes pas libre. C'est pas soyez libre, c'est prenez conscience enfin que vous ne l'êtes pas. Et après, les choses elles vont aller plus de soi. C'est pas aussi directement libérez-vous, enlevez vos entraves, volez, voilà, aimez qui vous voulez, puisqu'il y a aussi une histoire de contraintes. Bon, mais c'est aussi quoi que vous fassiez, au réveil, vous serez conscient que votre vie n'est pas tout à fait celle que vous vouliez, donc à vous de faire. Il y a un petit peu ce côté-là. Et évidemment, le corollaire, c'est, mais une fois que vous en avez pris conscience, profitez, quoi. Allez-y, on n'a qu'une vie, après on sera effacé. Donc il ne faut pas hésiter. Voilà, mais je pense que d'abord, le prérequis, ça peut sembler un peu une vérité de la palisse, mais le prérequis, c'est soyez d'abord conscient de tout ce qui ne relève pas de votre liberté première dans votre vie quotidienne, y compris pour l'enfant. Un enfant ne vit quasiment que de contraintes. Range ta chambre, fais tes devoirs, dis bonjour, dis merci, dis s'il te plaît, va pas là-bas, c'est dangereux. Enfin bon, c'est une vie aux ordres, l'enfance. À quoi on répond par le désordre, au sens premier du terme, c'est-à-dire bah non, je ne rangerai pas ma chambre, bah non, je ne mangerai pas les haricots verts parce que j'aime pas ça. Bon, voilà, on est en permanence dans l'enfance en contrefort de ce qu'on nous dit, en contre-ordre. Et là, c'est en fait pour symboliser un petit peu les choses, il dit à l'enfant, dégage-toi un peu de ces ordres-là, grandis, parce que c'est ça que ça veut dire, grandis. Donc ça, c'est pour l'enfant, mais... Très bien. Merci à toi. Mais je t'en On prie. pourrait dire beaucoup de choses encore sur cet homme, mais on va peut-être passer. Il les fait rêver. Je voulais discuter avec toi un peu de ces fameux endormis et des éveillés. Moi, j'ai pensé les 7 dormeurs d'Éphèse. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. C'est un récit du christianisme ancien qui a irrigué aussi dans l'islam
Et il s'agit de jeunes gens qui se réfugient dans une grotte pour échapper, euh, pour échapper à la persécution. Et ces jeunes gens, ils s'endorment dans cette grotte et ils se réveillent plusieurs siècles plus tard. Donc c'est très beau parce qu'en fait ça symbolise la suspension du temps, le passage à un état spirituel tout à fait différent. Et dans Chergui, on a cette suspension du temps qui ouvre, comme tu l'as dit, à une sorte de gouffre dans le monde des éveillés, qui creuse le manque, parce que la question du manque, du coup, devient très très présente pour les éveillés. Les règles, la vie réglée, tout cela tombe. N'a plus d'emprise, le poids des traditions n'a plus d'emprise, les prières n'ont plus d'emprise. Ça me fait penser d'ailleurs à cette idée, en fait, que bon, tu l'as exprimé à ta façon, mais les endormis sont les éveillés. Il y a une forme de renversement. Oui, oui, bien Et ça sûr. m'a fait penser à une Mm. des nouvelles de ton recueil, Tout autre chose que la nuit, que notre charmant libraire a dans sa librairie également, c'est une nouvelle qui s'appelle Eldor. Et dans Eldor, on a cela également, c'est-à-dire que les endormis sont rendus à eux-mêmes. Voilà. Et donc ça, c'est très présent dans le Chergui. Il quitte le monde des injonctions sociales oppressantes, alors tant pour l'enfant dont tu as parlé que pour les adultes. Il quitte le monde des injonctions qui sont oppressantes, aliénantes, il vole au-dessus des blés, voilà. Il retrouve une jeunesse perdue depuis Il retrouve une longtemps. jeunesse perdue. Alors, il y a une lectrice ça m'a marqué, qui a pensé à Henri Michaud de façon très, très, très juste et à ses explorations de l'espace du dedans, avec l'envol au-dessus des blés. Et cette question de la liberté, de la libération, de l'affranchissement, je pense que tu as déjà répondu d'une certaine façon, mais je voulais te la poser quand même. Est-ce que pour toi, ça demeure le sujet central de Chergui, ou est-ce que c'est un sujet parmi Parmi d'autres? d'autres. Ah, Comment tu le ressens, toi, après avoir écrit ce conte je pense que si ce n'est central, il est au moins dominant. C'est clair, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit très justement, les éveillés peuvent être les endormis et inversement, puisque les éveillés, au sens strict du terme, s'aperçoivent que celui ou celle qui dort dans leur maison sans pouvoir se réveiller est un inconnu, en fait. Et les endormis sont éveillés à l'intérieur de leurs rêves. Bon, la phrase qui me semble définir, mais ça j'y réfléchis après avoir eu d'autres échanges sur ce sujet ailleurs. L'enfant, je crois que c'est lui, sent que sa mère l'appelle, il sent la présence de sa mère parce qu'elle a un parfum particulier, parce que c'est sa maman, et que voilà. Mais il dort, il est dans un rêve où il fait ce qu'il veut, où le ciel s'ouvre, et il lui dit, bon, je sais bien en substance, hein, parce que j'ai pas la mémoire des phrases exactes, mais il lui dit, je sais que tu souffres, je sais bien, c'est moche, mais laisse-moi dans mon rêve où je rêve que je ne rêve pas. Voilà, c'est-à-dire que la réalité dans laquelle il est, cet enfant, c'est celle du rêve, mais tous les rêves sont réels. On rêve tous qu'on ne rêve pas. Enfin, j'en ai parlé dans un entretien avec Alain Nouvel il n'y a pas longtemps, qui est paru, je ne sais plus où, mais sur Actualité? Voilà, donc je me répète pour ceux qui l'auraient lu éventuellement, je m'en excuse, mais on rêve tous qu'on ne rêve pas. Voilà, si on rêve, je ne sais plus quel exemple j'ai pris, mais un kangourou en kilt qui jongle avec des frigos, dans le rêve, c'est tout à fait normal. Voilà, c'est une réalité, même si c'est totalement absurde, on rêve une réalité. Donc ce petit garçon qui dit à sa mère, laisse-moi dans mon rêve où je rêve que je ne rêve pas, c'est s'il te plaît, je suis enfin dans une réalité qui me convient, une réalité où je peux voler, une réalité où tu ne me dis pas d'aller à l'école, c'est ça que ça veut dire en fait. Donc cet affranchissement dont tu parles, c'est effectivement le thème dominant, parce que tous, je ne vais pas les citer un par un, ce serait déflorer le livre, mais chaque rêveur, effectivement, dans son rêve, s'affranchit, ou en tout cas prend conscience, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, avant de se dire je suis libre et je vais en profiter, prend conscience qu'il n'est pas libre et tend vers l'affranchissement. Donc l'affranchissement est effectivement la base, le thème dominant. C'est peut-être pas le seul, mais en tout cas, oui, il est extrêmement prégnant et présent, ça c'est vrai. Si tu me disais, mais alors quels sont les autres, parce que je te sens arriver sur ce terrain, eh bien je ne sais pas.
Il n'y a pas Voilà, de comme ça souci. j'ai coupé court. Non, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je voulais te dire par rapport à cette question de, à ce sujet-là, précisément, c'est que on le voit chez l'enfant, mais on le voit également chez les adultes, c'est que cet affranchissement, il n'est pas anodin parce qu'en fait, il y a un prix à payer. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai pu le lire également. C'est que le prix à payer, c'est qu'il permet d'atteindre un autre niveau de conscience, y compris, on va en parler, de savoir que l'époux qui nous est promis, bah, c'est pas le bon peut-être. Donc ça permet d'atteindre ce niveau de conscience, mais ça éloigne aussi des proches d'une certaine façon. Et donc là, je me suis dit, parce que j'ai quand même appris à te connaître par ailleurs en dehors de ce conte, qu'il y a un nœud là, c'est-à-dire qu'en fait, le prix à payer pour s'affranchir, c'est aussi de se séparer un peu, de prendre un peu de distance avec ses proches. Et donc ça, j'ai senti dans Cher Guy, je l'ai senti dans toute autre chose que la nuit, et je le ressens chez toi, enfin, je peux me tromper, tu me corrigeras au besoin, cet aller-retour permanent qui est difficile, qui est compliqué. Qu'est-ce Oui, que ça évoque, toi, cette idée-là de se dire, en fait, bah oui, il faut y aller, parce qu'il faut travailler à s'affranchir, à prendre conscience de ce qui nous entrave, et en même temps, bah, j'ai mes proches aimés, mmh. si je fais ça, je m'éloigne d'eux. Ah oui, mais enfin, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on est en permanence dans ce jeu de, alors je dirais pas ping-pong, mais voilà, il y a un aller-retour permanent dans nos interrelations entre le fait d'avoir envie d'être proche des gens et puis de temps en temps et ça veut pas dire qu'on les aime moins, mais voilà, de se poser. Alors, j'en reviens à ce que tu disais parce que c'est très intéressant, la notion de prix à payer. Je pense que dans le livre, le prix à payer, c'est aussi celui que payent les éveillés. Mm. C'est-à-dire qu'ils retrouvent, pour ceux qui, voilà, c'est plus la même ou le même, ou en tout cas, cette attente, déjà, dans ce deuil qui n'en est pas un, c'est insupportable. Et eux ont quand même, en voyant les expressions du visage, sa vie là-dessous, là, sous la peau, il y a de la vie. Et ils se rendent compte que c'est quelqu'un qui vit sans eux, loin d'eux, et qui est quand même dans sa maison, dans la pièce où ils ont l'habitude de le voir. Donc c'est très difficile parce que c'est cette espèce d'entre-deux insupportable qui est pénible à vivre. Et l'affranchissement dont on parlait tout à l'heure comme thème dominant, c'est vrai qu'il a pour corollaire euh, une relation, enfin une base de relation qui est celle qu'on a tous dans la vie. C'est-à-dire qu'on a des moments de libération, entre guillemets, qu'on vit parfois de façon très triviale. On va chercher le pain tout seul. Et oui, mais ça commence là. Je veux dire, et être écrivain, alors je n'ose pas, moi, j'ai encore beaucoup de mal avec ce terme parce que j'arrive pas à me ressentir comme telle. Je me suis souvent ressentie comme conteuse, ça oui, comme écrivain, je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais je le prends par défaut. Être écrivain, c'est un métier de solitaire. C'est ce que j'avais dit, en fait, c'est une métaphore de l'écriture, en fait. Complètement. En fait, de se retirer Voilà. pour Le calligraphe, il est tout seul. Les autres, ils sont en train d'essayer de tenir leurs chevaux au milieu du sable, ce qui n'est pas évident. En plus, le cheval et les chevaux, il y en a certains qui sont rétifs. Enfin bon. Et lui, il est tout seul, planté, il écrit sur le sable et il se passe des trucs. Donc ça, l'écriture, alors, dire que c'est une métaphore du pouvoir de l'écriture, il ne faut pas avoir bac plus 12 de psychologie pour... voilà, évidemment que c'est le pouvoir de l'écriture. Mais c'est aussi très trivial de s'affranchir quand on écrit, de la réalité, parce que moi je partais avec eux, hein. Et deux, de se réserver des moments où effectivement il y a besoin de cette distance avec les proches, mais quelle que soit la forme qu'elle revêt, on en a tous besoin, je dirais. Ça commence par la baguette qu'on va chercher à pied parce que on se pose, ça commence par, je sais pas, un moment de solitude choisie. Je parle de solitude choisie. La solitude en elle-même non choisie est pas du tout aussi sereine que ça, mais je parle de ces moments où on se dit, bon, là, je vais reprendre un peu contact avec moi-même et me sortir de tout ce qui me tire vers la réalité et que je n'ai pas forcément choisi. Ça peut être des choses très heureuses, hein, et ça peut être des choses très dures. Voilà, les deux ont ce même pouvoir de nous aliéner. Et tout à coup, on choisit de ne plus être aliéné au sens tout premier étymologique du terme, c'est-à-dire d'être quelqu'un d'autre ou habité par quelqu'un d'autre.
On veut être habité juste par soi-même. Et je pense que dans les moments, là, je déborde un petit peu sur ta question, mais justement, Non, c'est bien, les moments où on c'est écrit intéressant. Mm. sont des moments d'affranchissement absolument bénis. Enfin, qu'on écrive, qu'on sculpte, qu'on tricote. Hein, je veux dire, dès l'instant qu'on fait une activité créative qui nous convient, on se retrouve. C'est un rendez-vous avec soi-même, en fait. Et c'est très, très important. Pardon? Ou qu'on regarde les petits oiseaux. Ou qu'on regarde les petits oiseaux. On se promène en forêt. Oui. Et qu'on cherche des champignons. Absolument. Ah oui. Alors c'est On parle intéressant, au chat. si je puis me permettre, c'est intéressant du point de vue de l'écriture, ce que tu dis, parce que l'écriture, c'est, tu nous dis à juste titre que c'est faire l'expérience d'une solitude choisie, c'est se retrouver, c'est une respiration. Et on a Albert Camus qui dit la même chose, qui dit que l'écriture, c'est Zut. l'expérience de la solitude, mais il dit autre C'est chose. qui, Albert Camus? Il dit autre chose qui est très intéressant du point de vue de ces allers-retours, c'est que ça permet de mieux requérir le monde. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi une parabole, en tout cas on peut la lire comme ça aussi, c'est-à-dire que ces ensommeillés, ils vont revenir au monde et ils vont requérir le monde différemment. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce qu'en fait, cet aller-retour dans l'écriture, il est là aussi, il est Mm. très très présent. Donc en fait, on revient et Mm. on revient différemment. Et Donc en là, même temps, voilà. enfin, si je peux Pardon, me vas-y, je permettre, t'en juste, prie, hein. je rebondis sur ce que tu dis, mais quand on arrête d'écrire, quand on a beaucoup écrit ou longtemps, ou qu'on a sorti, enfin, il y a des gens qui écrivent et qui écrivent plutôt bien dans cette assemblée. Je fais mon regard. Et enfin, je sais pas si vous avez ces sensations-là, mais il y a un moment où on a tellement écrit, ou de façon tellement intense, même un texte de 15 lignes, enfin bon, je fais un petit peu de poésie aussi, on est vidé, quoi. On est vidé, et là, on se dit, bon, je vais aller faire de la soupe. Parce que... Mais non, mais ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que, bah oui, parce que il y a un moment où on a besoin de cette rupture-là, quoi. C'est-à-dire qu'on a besoin, dans ce sens. Bon, moi, j'en ai marre de faire les C'est courses, là. important la trivialité aussi. Mais oui, bah, c'est la réalité. Ouais, bien C'est sûr. la réalité. C'est barrez-vous tous. Moi, je voudrais bien m'occuper de ça tranquillement, voilà. Et puis après, c'est bon. Il fait chaud dans le désert, là. Je vais revenir un peu à une réalité plus, voilà. Ça marche dans les deux sens, cet aller-retour dont tu parlais, à la fois les miens indispensables, et j'inclus dans les miens l'écriture, et puis en même temps, soit dans un sens où on dit aux siens juste un peu de lest, et de l'autre, Elle était très bonne cette soupe. dans notre vie privée, écoute, c'est très gênant. Alors merci à toi. Il y a, bon, je vais essayer d'établir des liens avec ce que tu dis toujours. Il y a cette thématique évidente et très, très présente du rêve. Et je voulais te questionner à partir d'une autre de mes références qui est la référence de pas mal de monde ici, je suppose, qui est Bachelard, Gaston Bachelard, qui lui s'est beaucoup intéressé au rêve et qui, au-delà du rêve, s'est intéressé en tant que poète, mais aussi en tant que chercheur. Donc les mondes se rejoignent, non pas au rêve, mais à la rêverie. La rêverie qui est une disposition qui permet de se rendre disponible. Pour la petite histoire, on avait aussi quelqu'un d'autre qui est assez célèbre qui s'appelait E égale MC2. Einstein. Einstein qui fonctionnait de la même façon que Gaston Bachelard, qui aimait bien l'état de rêverie, qui lui permettait de se rendre disponible pour découvrir des choses. Donc c'est assez impressionnant, parce qu'on a toujours l'imagerie du scientifique qui est plutôt dans un calcul, donc la rêverie. Et donc, pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait du vrai. Il y avait du vrai dans les rêves, c'est un espace de découverte. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer que le vrai qu'on rencontre dans les rêves, et donc par extension en littérature, il n'y ait pas une fonction qui soit de les rapatrier dans le réel, comme ça arrive d'ailleurs aux endormis, c'est-à-dire on rapatrie du vrai, et quelque part ça bouge le monde, ça change un peu le monde. Voilà, c'est une façon de relier un petit peu tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Bah, les deux se nourrissent de toute façon. Je ne sais pas si
j'ai bien compris la notion de rapatriement, mais je pense qu'il est fréquent qu'on ait une conversation dans la journée et puis que dans la nuit, on rêve de quelque chose qui a un rapport avec, alors très indirect, hein, mais bon, je veux rendre ici un hommage à un grand frère que j'ai eu qui était enseignant et avec qui je parlais de maths, parce qu'il était prof de maths, mais il était gentil, hein, je vous assure, il était charmant. Et moi, je ne suis pas terriblement matheuse, quoi. Donc, il a essayé de me convaincre que les maths, il y avait une poésie, et il avait raison. Mais bon, voilà. Et quelques jours après, j'ai rêvé que je faisais des équations à une flopée d'inconnus avec une aisance, mais alors divine, quoi. Je me suis réveillée, genre interloquée en me disant, mais d'où j'ai sorti ça? Bon, je pense qu'il aurait été là si je m'étais souvenu de ce que j'avais couché sur le papier, ça voulait strictement rien dire, hein, mais dans le rêve, j'étais une bête de maths, quoi. Donc effectivement, ça se nourrit parce que les choses font leur chemin, on n'en est pas toujours conscient. Et puis un petit peu plus tard, ça ressort d'une façon totalement absurde, parce que ceux qui me connaissent savent que jamais de ma vie j'ai résolu la moindre équation, fût-ce à une seule inconnue. Non, c'était pas possible. Mais bon, voilà, j'aime bien ce jeu d'interférence entre la réalité et le rêve, parce qu'en fait, le rêve, il se nourrit de la réalité et inversement. C'est vraiment un tout qui est absolument indissolublement lié. J'ose pas imaginer le quotidien de quelqu'un qui dit « je ne rêve jamais ». Bien sûr que si, il rêve. Tout le monde rêve. On s'en souvient pas, c'est tout. Parfois, ça vaut mieux d'ailleurs. Ça vaut mieux. Parce que c'est pas toujours drôle, ou pas toujours gai, ou pas toujours normal. Il y a des rêves qui nous marquent à vie. Moi, je me souviens d'un, alors il n'y a rien d'intime, hein, je vous rassure, mais d'être dans un appartement où je reviens souvent, un appartement à Paris, rue de la Folie-Regnault. Je vois un de mes fils petits, dans le noir, qui me dit attention, Pablo est là, il va me faire du mal. Et je regarde cet enfant, c'était mon fils et c'était ma petite fille, sa fille à lui, en même temps. C'est une espèce de morphing des deux, quoi. Donc un enfant improbable. Et moi, je me suis plaquée devant lui comme ça et j'ai crié Pablo, l'air de dire viens-y pour voir. Et à ce moment-là, je me suis réveillée. Et quelqu'un qui dort à côté de moi m'a dit c'est qui Pablo? Rien, pas du tout. On s'en fiche. Mais bon, voilà. Pour dire à quel point les gens qui nous occupent ou la réalité qui nous nourrit, ou bon voilà, c'est vraiment un jeu permanent. Un jeu permanent. Mais pour ce rêve-là, dont je me souviens avec une précision d'enfer, celui-là, celui de l'équation, deux, trois autres dont je vous épargnerai le détail, parce que ça n'a vraiment aucun intérêt. Mais ça part de quelque chose d'archi concret. Au départ, mon enfant, ma petite fille, etc. Puis tout d'un coup, boum, un morphine des deux, n'importe quoi. Donc oui, je pense qu'il y a c'est indissoluble. Voilà. Pour trouver le mot, c'est insécable, c'est indissoluble. Il n'y a pas la réalité d'un côté, le rêve de l'autre. Pour moi, le rêve fait partie de notre réalité d'humain, avec la peur d'être oubliable, dont le rêve relève aussi. Parce que ce rêve, il nous prolonge d'une certaine façon dans cette réalité qu'on a quittée puisqu'on dort. Et d'une façon certaine, quand on dort, on n'est plus complètement soi. Voilà. J'espère avoir répondu. Tu as répondu, et je vais établir un lien également, c'est que tu n'as jamais résolu la moindre équation. Non, ça je peux te le certifier. Mais tu as posé une équation à 3 inconnus dans Chergui. Je l'ai pas fait exprès. Nour, Reda, Idriss. Ah oui, le triangle amoureux. Donc, en 2 mots, alors je vous résume, hein. Nour, c'est la promise elle est promise à Idriss, dont elle n'est pas amoureuse. Et Nour est secrètement amoureuse de Reda. Et Idriss et Reda, chacun, vont souhaiter la mort du rival. Donc, voilà, on l'avait dit hein, au tout début, il y a un peu de violence quand même. Voilà. Alors Nour, on a un premier rêve de Nour dans le conte. Il y a Idriss, le fiancé, le promis, et puis il y a Reda. Et Nour est dans un espace où il suffit de vouloir. Donc ça, c'est très, très présent aussi, hein, la question de la volonté dans le rêve qui permet d'être dans une libre détermination. Ce qui n'est pas réel devient réel à partir du moment où elle a cet acte de volonté, en tout cas dans son rêve. Et il y a Reda
par ailleurs, donc Reda, la deuxième inconnue de cette équation, qui lui rêve en miroir de Nour. Il est amoureux de Nour, ils se connaissent depuis qu'ils sont enfants et il y a quelque chose d'extraordinaire. Et mon personnage dans ces trois inconnus, entre guillemets, favori, c'est Idriss. Moi, j'aime beaucoup Idriss parce que Idriss, c'est à mon sens un personnage dans la trajectoire qu'il a sienne qui est passionnant, qui est fascinant parce qu'en fait, il incarne le désir de possession, ce qui doit être donc tout le poids de la tradition. Il incarne la frustration, la haine, et tout cela le ronge. Et Idriss, ce qui est intéressant, c'est que lui aussi va rencontrer le calligraphe, cet homme dont on a parlé. Il va le rencontrer et ça va être quelque chose d'assez puissant puisqu'en fait, il va croiser son regard et il va aussi avoir affaire aux chevaux. Attention. Attention. Alors on ne gâche pas, on ne divulgage pas, On ne spoil pas. mais ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas parlé des chevaux, mais il y a une puissance symbolique énorme aussi dans les chevaux et dans le désert du Sahara, il y a toute une symbolique très forte qui a trait aussi à la libération, à l'émancipation. Si je peux me permettre juste une bien sûr, micro-remarque. bien sûr. J'ai été très touchée de ce que tu as dit au début en parlant du bédéiste qui était mon papa. Et je ne m'étais pas rendu compte. Mon père dessinait extrêmement bien les chevaux. Il était passionné par les chevaux et il les faisait quasi. Enfin, il avait l'anatomie du cheval. Et quand tu as parlé de ça, je me suis dit, mais oui, pourquoi c'est des chevaux alors qu'on est dans le désert, ça devrait être des chameaux. Mais pas un instant, j'ai pensé que ce serait des chameaux. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et j'ouvre juste une parenthèse. J'ai entendu une fois dans une émission de France Culture une interview justement de Moebius qui signait le western Blueberry sous le pseudonyme de Gir, G-I-R. Et puis j'écoutais tranquillement et il dit le problème c'est que j'ai horreur de dessiner les chevaux, ce qui est quand même un peu dommage pour quelqu'un qui a fait 8 tomes de Far West, enfin bon, de western. Et il disait le dessinateur au monde qui dessinait le mieux les chevaux pour moi, c'était, il a dit, je crois me souvenir, c'est un certain Loïs. Et là, je me suis mis à hurler parce que moi, Loïs, je l'appelais papa. Voilà. Donc j'étais extrêmement fière. Voilà, je finis la parenthèse, mais après tout, il n'y a pas de raison. C'était une belle parenthèse, d'autant que Voilà. pour ceux qui Donc dessinent. les chevaux, tout à l'heure, quand tu l'as dit, j'ai dit, mais il a raison. D'autant que pour qui dessine, dessiner un cheval, c'est très très difficile. C'est l'horreur. Voilà. Et Möbius n'était pas le dernier des dessinateurs. Non, 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 loin de là. Qui est devenu assez, même un mythe. Hein, mais ces chevaux sont très bien, mais ouais, il disait qu'il n'aimait pas. Pour moi, tout ce qui fait est magique. Ouais. Tout à fait. Et du coup, le cheval, y compris chez les Touaregs, représente quelque chose de très fort, puisqu'en fait, il y a même une expression qui consiste à chevaucher son cheval intérieur. Et donc, Idriss, je ne vais pas dévoiler la chose, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Et donc, il a une trajectoire qui est assez complexe, Idriss, et qui est très intéressante. Idriss, voilà. Il a aussi il a un côté du Chergui mauvais, en fait. Oui, tout à fait. Il s'apparente, ce Chergui mauvais, d'une certaine façon. Alors, j'aurais eu beaucoup d'autres questions à te poser, mais le temps passe. Et je voulais te demander une chose qui va, je pense, plaire à l'auditoire, c'est de nous lire un extrait de Chergui, si ça ne t'ennuie pas. Bien sûr, non, non, pas du tout. Pas du tout, mais alors lequel? Bon, ce sera le récit d'un rêve. Pour finir sur une note un peu onirique quand même. Donc, il y avait 2 rêves, je m'étais dit, celui de l'enfant. Alors, pas le rêve de Nour, parce qu'il y a des clés dedans et que je ne veux pas les... Voilà. Ce serait le rêve alors, du vieil homme. Donc, lui est endormi, bien sûr, et il est seul, il n'a pas de femme, pas d'enfant, et il est soigné ou entouré par une jeune femme qui est jeune maman, mais qui aime ce vieil homme et qui s'en occupe. Quelque chose brille dans le désert. Je fais ce rêve que j'aime tant, dont je ne parle à personne. Je marche, mes pas se dessinent sur le sable où mes pieds ne s'enfoncent pas. Ma joie marche avec moi parce que je suis jeune, que je marche et que je ne suis plus seule.
je marche. Je ne suis plus courbée. Ma jeunesse marche avec moi. Excusez-moi. Je suis aimée des dunes, du ciel, de la vie. Quelque chose a changé pourtant. Ce rêve si fidèle, dont je sais par cœur les détails, a changé. Le sable est différent. Ma joie est autre. Rien n'est pareil. Pourtant, je marche. Moi, si courbé, si douloureux dans mes jambes, si noueux dans mes mains, je marche léger, comme on vole, comme dans mon rêve habituel. Je marche. Je souris. Cela aussi vient du même rêve, alors quoi? Autre chose, mais quoi? Et bientôt, je sais. Je rêve que je ne rêve pas. Je marche vraiment. Je suis à 2 doigts de l'envol. Le sable glisse sous mes pieds. Ils sont nus et ne me brûlent pas. J'avance avec ma joie neuve, éclatante, comme ce rire qui me prend, parce que ma jeunesse marche avec moi. Elle aussi est neuve, elle aussi est vraie. Et le ciel me rit au nez. Le sable m'entoure. Il est soulevé par un vent dont tout le monde a peur, ce vent même. Je suis aimée de lui comme du désert. J'avance avec ma joie, avec ma jeunesse, avec l'envol proche. Si c'est cela la mort, je veux mourir ainsi en marchant avec ma joie, avec ma jeunesse, avec le désert aimant. Le désert est comme ma mère, comme une épouse, moi qui n'en ai jamais voulu. J'aimais les garçons, c'est ainsi. Je marche noyé d'or, celui du désert, celui du rêve, celui de ma jeunesse, qui continue de me frôler, c'est comme un souffle, les souffles unis de ma jeunesse et de ma joie, qui grandissent mon cœur au point qu'il va absorber toute la terre, moi qui n'ai jamais voyagé, jamais quitté la cité, cette ville d'ocre, terreuse, parfois empuantie, figée dans ses murailles, cette ville-mère écrasante, chargée d'âme comme un portefaix, cette ville qui n'est plus là dans ce rêve vrai où je lui tourne enfin le dos, je marche avec cette joie-là du départ. Et c'est aussi cela qui est neuf. Mon rêve est celui d'un départ, bien plus que d'une simple marche. Moi, le tordu, le faiblard, le ridé, me voici délié, ingambe et sautilleur, j'ai 15 ans, je les ai vraiment, je marche, je cours sur le sable, où je m'enfonce pas, je m'en vais, la ville est derrière, il fallait juste en sortir pour retrouver ma joie, ma force, ma jeunesse, pour marcher avec elle, marcher, courir, presque voler. Je sais aussi que j'ai retrouvé ma beauté. On dit que même vieux, elle m'est restée dans le regard, mais qu'est-ce que cela quand le corps est abîmé, crevassé, assailli de douleur? Voilà qu'au milieu des dunes, vertical, droit, sans souffrance, je marche. Je marche et je ris si fort que le sable vole. Petite Kaina, toi mère plusieurs fois et si douce, qui t'occupe du shibani que je suis, en plus des tiens, petite, je te sens près de moi, je sens l'odeur du thé que tu m'apportes dans l'espoir que j'ouvre les yeux, happé par l'odeur de menthe. Ah, tu me connais bien. Essaie de m'oublier. Retrouve ta famille là, juste à côté, donne-leur ton amour, laisse-moi ma joie, ma force, ma joie et ma jeunesse, le désert et ma joie. Laisse-moi dans mon rêve, où je rêve que je ne rêve pas. Voilà.